Histoire vraie d'un royaume inventé. Gregor MacGregor, officier écossais à l'imagination débordante, réussit dans le Londres spéculatif des années 1820 à vendre le rêve d'un royaume tropical appelé Poyai. Il leva des millions, expédia 2 navires entiers de colons vers une jungle déserte, provoqua des faillites en chaîne et la panique financière de 1825, tout en échappant presque sans peine à la justice. Voici son histoire. Stirlingshire, nuit de Noël 1786. La neige craque sous les bottes du vieux chirurgien lorsqu'il traverse la cour de la ferme des MacGregor. Au creux de la chambre basse, une tourbe enflammée libère l'odeur de la terre humide et un souffle de fumée douce et suave. Anne Austen serre la main de son mari, Daniel MacGregor, capitaine à la Compagnie des Indes orientales, revenu tout juste d'un long séjour à Calcutta. Il porte encore, sous la chemise de lin, l'odeur piquante du cardamome et du bois de santal. Un nourrisson vient de naître, Gregor MacGregor. On grave son nom dans la Bible familiale juste au-dessus d'une fière lignée, celle de Rob Roy, le flibustier des Highlands, le Robin des Bois écossais, et Grégor de Bloody Sword, chef rebelle contre la couronne, pendu en 1604. Mais la fortune du clan n'est plus qu'un souvenir fané, depuis l'acte de proscription qui a confisqué, dépouillé les MacGregor de leurs terres ancestrales. Leurs créanciers surveillent la moindre récolte d'orge. Daniel MacGregor, pour refaire le nom, s'est embarqué jeune sur les navires de la compagnie. Il a rapporté des soieries, un service en porcelaine de Canton et la conviction qu'il faut parfois acheter sa place dans le monde à défaut de la conquérir. Il meurt lorsque Gregor a 8 ans, terrassé par une fièvre contractée à Madras. Mais l'enfant n'oubliera pas les récits de moussons et de batailles navales que son père lui contait près du feu, ni le juron gaélique qu'il lançait en riant. « Ta an sogal narionag » Le monde est une étoile, il faut choisir où l'on brille. Gregor gardera 3 héritages, un nom que la loi n'a plus le droit de bannir. Une devise, ma race est royale, pour porter nos rêves vers les sommets. Un exemple paternel, quand la naissance est modeste, on achète la grandeur. L'enfant grandit convaincu qu'un héros naît 2 fois, d'abord dans un registre paroissial, puis dans les chroniques qu'il écrit lui-même. À 16 ans, Gregor réclame l'uniforme qu'il admire dans les gazettes. Sa famille, désormais sans fortune, rassemble quelques ressources, économie, créances, bijoux, et lui achète une commission d'enseigne dans le 57e régiment d'infanterie. 2 ans plus tard, il débourse, ou plutôt fait débourser, 900 livres sterling supplémentaires. Cette somme mirobolante lui achète le grade de capitaine, un premier pas vers la respectabilité. Il parade désormais en tunique écarlate ornée de galons, flambant neufs, convaincu, plus que jamais, que les titres se paient comme des chevaux de course. À Fuengirola, la fumée pique les yeux. Le goût métallique de la cartouche mâchée colle au palais. Gregor rapporte qu'il a tenu tête à 600 Français avec 150 hommes. Les rapports officiels parlent plutôt d'une escarmouche mineure, mais la légende naît. En 1805, l'ambition rencontre la fortune. Il épouse Maria Bowater, descendante d'un amiral. Un claquement de cuir résonne dans le brouillard d'Édimbourg. Grâce à la dot amassée en épousant Maria Bowater, MacGregor s'est offert un carrosse rutilant. Ses panneaux dorés reflétant la lueur grise des réverbères. À l'avant, un valet en livrée lance « Colonel MacGregor !» son accent roulant au-dessus des pavés luisants de pluie. Les passants se retournent, certains saluent, d'autres murmurent en évaluant le prix des ferronneries. À la tombée de la nuit, dans les salons lambrissés de Newtown, entre 2 toasts, Gregor engloutit sa dot dans des fêtes somptueuses. Dans les grands salons où les coupes scintillent et les rires s'éteignent derrière d'élégants éventails, sa fortune s'évapore au même rythme que les bulles de champagne. À la mort de Maria en 1811, les Bowater cessent de le soutenir financièrement. Accablé de dettes, il part à la recherche d'un nouveau décor où exhiber son panache. 10 avril 1812, la corvette HMS Sappho glisse dans la baie de La Guaira et aussitôt, un souffle de chaleur assourdissante vous frappe le visage. 10 jours plus tôt, Caracas a été éventrée par un séisme. La ville n'est plus qu'un champ de ruines. En approchant, on devine déjà un épais nuage de poussière grise, comme un voile brûlant, suspendu au-dessus des décombres. L'air empeste la pierre calcinée, un mélange âcre de poussière et de bois carbonisé, piquant la gorge à chaque inspiration. Au port, les charrettes peinent sous le poids des blessés. MacGregor foule enfin le sol de la côte. Sous ce soleil impitoyable, à chaque pas, un nuage de poussière s'élève, roulant comme une flamme froide, avant de redescendre sur ce paysage de désolation.
Il aperçoit des silhouettes inertes, emmaillotées dans la cendre, tandis que d'autres, à garde, cherchent sans fin un proche sous les décombres. MacGregor s'agenouille près d'un jeune garçon inconscient, les cheveux et le visage maculés de poussière, et lui maintient, prudemment la mâchoire, pour tenter de lui insuffler un souffle de vie. Il organise la distribution d'eau, il extirpe les blessés des ruines et coordonne l'acheminement des blessés vers les rares secours disponibles. Dans cette fournaise de fumée et d'angoisse, ses propres malles, soieries délicates, uniformes brodés, souvenirs d'Europe, ont disparu, engloutis dans l'effondrement. À chaque pas, des regards implorants se tournent vers cet officier étranger, prêt à improviser, parmi les cendres, des brancards de fortune et à raviver le courage aux survivants. L'écho de ces gestes parvient jusqu'à Francisco de Miranda, commandant en chef des forces patriotes vénézuéliennes. Intrigué par ce jeune officier à l'allure de héros, le vieux général le convoque et l'écoute. Impressionné, conquis, il le nomme au grade de brigadier général. Dans les patios baignés de chaleur, les jasmins embaument chaque souffle d'air. Il fait tourner autour de lui Josefa Aristeguieta, cousine de Simon Bolivar, qui deviendra El Libertador. Sous le murmure doux des fontaines, leur idylle se noue comme une danse secrète. D'un côté, la grâce élégante de Josefa, papillon fragile aux yeux brillants, de l'autre, l'audace du Highlander. Mais derrière chaque sourire échangé se cache un accord silencieux. Par cette union, il s'insère parmi l'aristocratie créole, apprenant bientôt que des mots bien choisis, un récit bien conté, peuvent soulever une armée et mobiliser tout un peuple. Au fil des combats et des discours enflammés, MacGregor façonne peu à peu son propre mythe, sa propre légende. 14 juillet 1816. Après la défaite à la bataille de Los Aguacates, Simon Bolivar et une partie de ses troupes se replient vers la côte. Sur place, Gregor MacGregor se retrouve à la tête d'environ 600 hommes abandonnés, sans ravitaillement ni armes suffisantes. À partir du 18 juillet, il organise leur retraite à travers la jungle, en évitant autant que possible les forces royalistes. Cette marche dure environ 50 jours et comprend plusieurs accrochages avant qu'ils n'atteignent les portes de Barcelona, Venezuela, début septembre. Les journaux patriotes le baptisent Xénophone des Amériques. Xénophone. Historien et général spartiate, il mena les 10 000 mercenaires grecs bloqués en Perse dans une marche de plus de 2000 km, à travers montagnes et déserts après la mort de leur commandant, ramenant la plupart d'entre eux vivants. Quelques semaines plus tard, MacGregor engage une charge décisive à El Juncal, près de Barcelona. Avec ses forces, il défait l'armée royaliste commandée par le général Francisco Tomás Morales. Cette victoire ouvre l'accès à la province de Guayana et consolide durablement son prestige auprès des patriotes vénézuéliens. Pour illustrer le pouvoir des symboles, MacGregor, à la tête de 55 hommes, prend d'assaut le fort San Carlos, en Floride. Il hisse un étendard vert et blanc, puis déclare solennellement la naissance de la Republic of the Floridas. 3 mois plus tard, la marine américaine approche. Il disparaît, laissant derrière lui un pays de papier. Sa conclusion: un drapeau suffit à créer une souveraineté, si personne ne vient la contester. En avril 1820, il se rend jusqu'au littoral de la Mosquitia, dans ce qui est aujourd'hui la frontière entre le Honduras et le Nicaragua, pour y rencontrer George Frédéric Augustus, roi des Miskitos, titre honorifique détenu par des chefs protégés par Londres pour contrecarrer les ambitions espagnoles dans la région. MacGregor, fort de son prestige acquis comme général, se présente comme un allié potentiel. Il dépêche des cadeaux, rations d'eau-de-vie, des bijoux. Séduit par ses présents et par l'aura de héros, Georges Frédéric signe un acte officiel, lui cédant une concession de 8 millions d'acres sur la Mosquitia, l'équivalent de la Belgique. En réalité, des terres marécageuses, infestées et inhospitalières. Il rebaptise la région Poyais et s'autoproclame cacique, titre ancestral des chefs amérindiens. De retour à Londres, dans son modeste appartement de Holborn, Gregor MacGregor contemple ses maigres possessions. Quelques décorations militaires fantaisistes, des parchemins au titre prestigieux mais dénués de valeur, et un maigre pécule presque effrité. Chaque objet semble chuchoter l'écho d'une gloire passée. Pourtant, dans sa malle de voyage repose le cœur de son ambition. Un acte véritable de cession signé de la main même de Georges Frédéric Auguste. 8 millions d'acres, une jungle impénétrable où l'on devine l'eau stagnante et la canopée écrasante.
Tandis que ses doigts effleurent le papier jauni, il perçoit déjà, sous les mots tracés à l'encre, la promesse d'un empire, là où d'autres ne verraient qu'un marais hostile. Assis à sa table de travail, à la lueur d'une chandelle vacillante, il commence à dessiner les contours de son chef-d'œuvre. Sur ces cartes imaginaires, Poyais prend vie. Un royaume luxuriant dont la capitale, Saint-Joseph, rivalise d'élégance avec Londres. Là, il se proclame Son Altesse royale le prince Grégor, cacique de Poyais. Sous sa plume naissent des institutions grandioses, un parlement aux fresques chatoyantes, une université aux colonnes sculptées, un opéra sous les étoiles, immenses plantations de canne à sucre, des mines d'or prétendument inépuisables, scintillant comme autant de promesses étincelantes. La monnaie locale, le dollar de Poyais, se négocie comme un trésor face à la livre sterling. Quant au climat, il est décrit comme un éternel été, baignant la région d'une chaleur soyeuse. Les habitants, une population autochtone présentée comme paisible et laborieuse, encadrée par une élite coloniale britannique, érudite et raffinée. Sur une élégante façade de briques blanches, dans le quartier huppé de Dowgate Hill, trône fièrement une plaque en laiton poli où l'on peut lire « Ambassade de Poyais ». En franchissant la porte, on pénètre dans un vestibule tapissé d'un tapis persan aux motifs exotiques, avant d'accéder au bureau où, sous un rayon de lumière tamisée, des dollars poyésiens, fraîchement frappés, reposent en pile sur un bureau de chêne. Le Sketch of the Mosquito Shore, un guide de 355 pages, publié en 1822 sous le pseudonyme de Thomas Strangeways, révèle tout le talent d'orateur visuel de MacGregor. Mis en vente dans plusieurs librairies londoniennes et distribué aux agences d'émigration, chaque exemplaire diffusait son mensonge. Chaque page associe, avec une précision scientifique, des descriptions géographiques flatteuses à des données économiques séduisantes. Une carte générale aux frontières tracées comme celle d'un véritable royaume. Des plans urbains esquissant palais et avenues grandioses. Des coupes topographiques vantant des vallées fertiles et un tableau statistique détaillant des récoltes miraculeuses. Tout respire l'abondance, l'encre dissimulant la boue sous un vernis séduisant. Tout Londres s'abreuvait de ce rêve. On y imaginait déjà, sur les quais de Saint-Joseph, des navires chargés d'ananas, de café et de bois précieux. Lorsque le marchand Sir Thomason annonçait qu'il souscrivait pour 10 000 livres d'obligations et partait en première classe pour superviser la construction du port, même les plus sceptiques se laissaient gagner par l'enthousiasme général. Pour accompagner le lancement de la promotion de Poyais auprès des investisseurs écossais, MacGregor convie l'élite d'Édimbourg à un banquet tropical. Des ananas, soigneusement cultivés sous serre, reposent sur des coussins de mousse fraîche et sont présentés comme les fruits de Poyais. Le rhum ordinaire se voit battu en brèche sous le nom pompeux de « réserve du palais », vanté comme un nectar précieux venu des Antilles. Un orchestre de marins, grimé de peintures exotiques, fredonne des airs dits « mosquito », créant l'illusion d'un festin dans un royaume étranger alors qu'ils sont toujours au cœur d'Édimbourg. À force de promesses somptueuses et d'un discours aussi précis que trompeur, la bourse avala goulûment des emprunts présentés comme rapportant 6% par an. Les particuliers, convaincus, achetaient aussitôt des titres de noblesse et des parcelles de 100 acres pour 11 livres sans poser de questions. C'est cette foi aveugle qui, quelques mois plus tard, précipitera la chute de toute une chaîne financière. Au début de l'automne 1822, le rêve de Poyais s'était immiscé dans tous les salons de la haute société londonienne et écossaise. Banquiers comme boutiquiers ne juraient que par ce royaume tropical. Ceux qui avaient obtenu des titres de noblesse poyésienne, baronnies, comtés, postes officiels ou acquis des parcelles et des concessions minières se croyaient déjà assis sur un véritable trésor, anticipant une nouvelle existence sous les cocotiers, baignés de soleil et de prospérité. Dans les jours précédant le 10 septembre 1822, 70 de ces nouveaux nobles et colons, ayant signé leur procuration et réglé leurs derniers frais, foulent enfin le quai du Weldock au bord de la Tamise. L'air frais se mêle au bruit feutré des chevaux tirant les chariots. Parmi eux, on distingue des artisans et petits fermiers, leurs visages burinés, tachés d'espoir, convaincus qu'ils goûteront bientôt la richesse du cacao et de la canne à sucre sur leur terre de Poyais. Quelques officiers retraités, la démarche fière malgré l'hésitation, rêvant déjà de postes de juge, shérif ou officier de la garnison de Saint-Joseph. Des familles entières, traînant derrière elles des mâles surchargés, parents et enfants, parfois accompagnés d'un domestique.
Au petit matin, le 3-mâts Honduras Packet est à quai sous les derniers reflets du soleil. Ses cales ploient sous le poids des barils de riz, de haricots, d'eau douce et de sel. À l'aube naissante, l'odeur du bois humide et des vivres imprègne l'air et l'on entend le cliquetis des cordages. Sur le pont, des hamacs et des paillasses sont déjà disposés. Bâches grossières, toiles rugueuses, promesses de nuits inconfortables. Les passagers montent à bord, s'installent dans ces couchettes rudimentaires et tentent de rassurer leurs enfants nerveux dont les yeux oscillent entre l'excitation d'une nouvelle vie et l'appréhension de l'inconnu. À plusieurs centaines de kilomètres, le 22 janvier 1823, un vent glacial balaie le quai de Leith où près de 200 colons écossais se pressent, les épaules voûtées sous les capuchons glacés. La Tamise, loin de réfléchir la lumière du jour, paraît grise et menaçante. Ce groupe, plus hétérogène que jamais, témoigne d'une société en quête d'un nouveau départ. Les mineurs et charbonniers caressent déjà l'idée d'un filon doré dans les prétendues mines d'or inépuisables de Pauillet. Les commerçants et boutiquiers, dont les caisses exhalent encore un parfum de laine et de toile fraîche, s'imaginent déjà marchander tissus, outils et meubles dans les bazars de Saint-Joseph. Des familles entières, enveloppées dans de lourds manteaux d'hiver, rêvent de jardins fleuris et d'un climat tempéré, où leurs enfants pourront grandir loin du rude hiver écossais. Enfin, quelques couples de jeunes diplômés, l'œil brillant et les cahiers à la main, planchent déjà sur les lois d'une grande révolution qu'ils croient pouvoir instituer dans ce nouveau pays. Tandis que l'agitation monte, cris des matelots, clapotis des vagues, frottement des cordages, nul ne doute que bientôt, tous ces espoirs prendront le large vers un destin incertain. Sur le Kennersley Castle, on empile. Tonneaux d'eau, sacs de farine et une malle scellée contenant 10 000 livres d'obligations poyésiennes destinées à la première mairie de Saint-Joseph. Des représentants de l'ambassade, quelques domestiques bien habillés, choisis pour servir de façade officielle, assurent les derniers préparatifs. Un nuage de poussière soulève le voile gris de l'aube quand apparaît, tel un spectre majestueux, Grégor MacGregor. Son chapeau à larges plumes s'incline dans la brise naissante, tandis que son sautoir d'or capte les premiers reflets du soleil. Sa robe de cérémonie, tissée de soie pourpre et brodée de motifs amérindiens, flotte autour de lui comme un étendard vivant. D'une voix claire, il interpelle chacun des colons rassemblés. « Chers compatriotes, mes amis, dans quelques semaines, vous foulerez le sol de Saint-Joseph. Vos terres auront été distribuées, vos maisons construites. Moi-même, je vous rejoindrai dès que le port sera prêt. » Les gens l'acclament, certains versent une larme de joie. On sent encore la crainte car nul ne sait vraiment ce qui les attend, mais l'assurance de MacGregor et son uniforme flamboyant finissent par leur rendre confiance. Quand la grande voile se déploie et que le Kennersley Castle met le cap sur l'Atlantique, toutes ces familles, les yeux pleins d'espoir, partent persuadées de construire une nouvelle vie. Alors que les marins hissent les voiles sous un ciel blanchi par l'excitation, l'horizon semble s'ouvrir à l'infini. Chaque roulis de la coque rappelle aux passagers le frémissement d'une promesse. Les bateaux tanguent, les jours se succèdent, rythmés par le chant des mouettes et le grincement des poulies, jusqu'à ce que se dessinent enfin les contours verdoyants d'une terre inexplorée. L'air salé laisse peu à peu place à une vapeur moite et oppressante, annonciatrice d'un nouveau monde où les espoirs européens vont bientôt se heurter à la rudesse du climat tropical. Ce qui suit relève du cauchemar. Abandonnés dans cette terre hostile, les colons tentent désespérément de survivre. Avec les débris du navire, ils érigent des abris de fortune et, dans un dernier sursaut d'orgueil, baptisent leur campement New Edinburgh. Mais la réalité tropicale rattrape vite leurs illusions européennes. Décimés par la fièvre jaune, le paludisme et la dysenterie, et privés de vivres ainsi que d'eau potable en quantité suffisante, ils n'ont plus les moyens d'envisager un retour, piégés, loin de leur terre natale. Les enfants meurent les premiers, suivis par les plus âgés. Porté par l'ambition de fonder et diriger un hôpital, le docteur Thornton n'a d'autre choix que de soigner ses compagnons d'infortune avec des ressources dérisoires. Sarah Limson, le regard hagard, assise près des braises, voit s'éteindre un à un ses 3 enfants, ne pouvant rien faire d'autre que les tenir serrés contre elle. À bout de force, James Hastie, le menuisier, façonne avec un soin presque religieux des cercueils, ses doigts noueux effleurant le bois comme pour une ultime prière. Pendant des mois, c'est le silence absolu qui règne entre Pauillet et l'Angleterre. Dans les demeures cossues et les chaumières de campagne, les familles britanniques vivent dans l'angoisse. Chaque matin, on guette le facteur, on tend l'oreille aux rumeurs des ports, on imagine des aquarelles de lettres exotiques, pourtant jamais signées.
Tandis qu'ici, à Londres, MacGregor joue sa partition sans sourciller. Dans ses salons privés, on verse le champagne Poyez Éditions, on agite des éventails brodés d'un croissant de lune sur fond vert, symbole de cette contrée imaginaire. Les convives, éblouis par son uniforme aux doublures d'or, s'extasient devant ses anecdotes grandioses sur les richesses inépuisables de Saint-Joseph, sans se douter que pendant ce temps, les premiers colons, prisonniers de leur mirage tropical, luttent pour un simple fond d'air pur. Quand enfin, au cœur de l'été 1823, des canots glissèrent sur l'eau vaseuse, ce fut comme un battement d'espoir dans un océan de désolation. La puanteur âcre du marais se mêlait au bourdonnement lancinant des moustiques. Les secours, partis de British Honduras, découvrirent un camp famélique où seuls 70 à 80 survivants tenaient encore debout, décharnés et s'accrochant à la vie avec une énergie désespérée. Les marins s'écartèrent, secoués par l'horreur. Transportés à Belize City, ces corps émaciés entamèrent, au prix d'une lente convalescence, leur retour à la vie. Lorsque vint le moment du départ, moins de 50 des 250 colons parvinrent à embarquer pour Liverpool et Londres. Leurs récits, saisissants, déchaînèrent une onde de choc dans la presse de la capitale britannique. The Times titre « Le cimetière de Poyais ». Alors que les titres poyésiens s'effondraient en bourse, un véritable feu d'artifice de faillite embrasait la City. D'abord, ce furent les petites maisons de courtage qui s'effondrèrent. Leurs comptables constataient que les dossiers jadis florissants ne valaient plus rien. Puis les boutiques et les négociants, ayant misé l'essentiel de leurs avoirs sur ces obligations sûres, baissèrent rideau. Les institutions financières fragilisées ressentirent elles aussi les secousses. 12 établissements, affaiblis par l'exposition aux titres sud-américains, déposèrent le bilan et une cinquantaine d'autres durent suspendre leur paiement. Les guichets se fermant, les uns après les autres, comme autant de cercueils sur l'économie. Dans cette atmosphère oppressante, le crédit se contracta brutalement. Les entreprises, privées de trésorerie, se virent contraintes de fermer les unes après les autres, leurs cheminées s'éteignant dans un nuage de poussière et de désespoir. Quant aux milliers d'épargnants britanniques, petits boutiquiers, familles aisées, officiers retraités vivant de pensions modestes, tous virent leur épargne s'évaporer dans un nuage de cendres financières. Chacun, du plus riche au plus humble, entendit résonner la même sentence. La débâcle, Poyais, avait non seulement anéanti un mythe, mais avait aussi laminé des vies, laissant derrière elle un sillage de dettes et d'âmes en peine. MacGregor choisit d'abord ces mots pour tenter d'étouffer la crise. Ce ne sont que des difficultés passagères, tout nouveau territoire demande patience et capitaux. Affublé de son plus beau sourire, il répétait inlassablement que Poyais n'en était qu'à ses premiers pas, minimisant chaque témoignage désastreux comme de simples anecdotes ultimes. Pourtant, dans chaque quartier de Londres, les indices affluaient. Lettres poignantes de rescapés évoquant la jungle putride, certificats médicaux consignant les ravages de la fièvre, plaintes solennelles de familles brisées. Sous la pression de l'opinion publique, le gouvernement fut contraint d'agir. Des mandats d'arrêt furent lancés contre le prince de Poyais pour fraude et bientôt, les constables en uniforme sombre se dirigèrent vers sa somptueuse demeure de Mayfair, espérant le surprendre au petit déjeuner. Mais MacGregor avait déjà glissé hors de la ville. Tel un fantôme, ses domestiques, interpellés dans la salle à manger richement décorée, ne pouvaient que hausser les épaules devant l'alcôve vide où le cacique avait dormi la nuit précédente. Il réapparaît à Paris, où il tente de reproduire son coup de génie auprès des investisseurs français. Déterminé à séduire de nouveaux créanciers, il se heurte toutefois à l'ère de la presse moderne. Les journaux parisiens ont déjà exposé la supercherie poyésienne. Malgré tout, il parvient à soutirer quelques milliers de francs à des notables crédules avant que la police ne l'arrête. En 1826, il se retrouve au cœur d'un procès sensationnel. La foule se presse dans la salle. On y croise des écrivains de renom, des journalistes avides de scoop et même le romancier Eugène Sue, qui, selon la rumeur, griffonne des notes pour son prochain ouvrage. Pourtant, à cette époque, aucune législation n'interdit explicitement la création d'un pays fictif. Face aux magistrats, MacGregor se défend, affirmant n'avoir jamais promis plus qu'un futur chantier colonisateur. Les magistrats furent contraints de constater qu'aucun texte de loi n'interdisait explicitement la vente de terres fictives. En l'absence de base légale, le tribunal prononça son acquittement. De retour à Londres, MacGregor s'efforça de renouveler son stratagème en proposant des emprunts allégés aux investisseurs méfiants. Peine perdue. Aucun souscripteur ne se laissa à nouveau séduire par ses promesses de terres exotiques.
Miné par les revers et le découragement, il quitta finalement la capitale britannique et, en 1839, s'installa à Caracas, la ville qu'il avait jadis aidé à défendre. Là-bas, l'Assemblée vénézuélienne, reconnaissante pour ses services pendant la guerre d'indépendance, lui octroya une pension et le nomma officiellement général. Presque aveugle à présent, MacGregor passait de longues soirées dans une petite maison au mur décrépit, une bougie vacillante à la main. Chaque nuit, sur une chaise branlante, il invitait les visiteurs, anciens camarades, curieux ou simples badauds, à s'asseoir autour de lui. Dans un souffle tremblant, il décrivait à nouveau son « royaume perdu ». Il peignait Saint-Joseph de marbre blanc, détaillait les allées bordées de palmiers, prétendait qu'on pouvait entendre, sous une lune tropicale, l'écho lointain d'un opéra improvisé. Pourtant, sous son regard trouble, on lisait la nostalgie et l'amertume. Chaque récit se terminait par le même regret lancinant. Si la finance londonienne m'avait accordé un dernier crédit, comme s'il croyait encore pouvoir ressusciter ce qui n'avait jamais existé. Dans ses vieux jours, il continuait, inlassablement, à compter ce royaume chimérique, persuadé qu'il n'avait pas vraiment échoué, mais simplement manqué d'un soutien suffisant. Le 4 décembre 1845, il meurt paisiblement. Sur sa tombe, simple et sobre, une dalle ne mentionne que son nom et ses dates. Nul mot ne rappelle Poyai. Ainsi se clôt la légende de Gregor MacGregor, le prétendu prince de Poyais. L'aventure de Gregor MacGregor reste fascinante par son étonnante modernité. En véritable pionnier de la publicité, il fut un maître de la manipulation médiatique avant l'heure, inventant des techniques qui résonnent encore dans notre monde contemporain. N'oublions jamais que ce n'est pas la jungle qui tue en premier, mais la crédulité et la cupidité. Cette tromperie qui coûta la vie à près de 200 personnes et ruina des milliers d'investisseurs européens. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et surtout, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. 2 questions. Peut-on vraiment blâmer les investisseurs de l'époque ou aurait-il dû se méfier davantage? Pourquoi pensez-vous que tant de personnes ont cru en ce projet fantôme? J'ai hâte de lire vos réponses.